Au cœur de la Romagne, dans la petite ville de Predapio, un enfant grandit entre deux mondes que tout oppose. D'un côté, la forge de son père, Alessandro, un socialiste convaincu qui martèle le fer en rêvant de révolution. De l'autre, la discipline silencieuse de sa mère, Rosa, une institutrice pieuse. Le nom même de l'enfant, Benito, est un acte de défi, un hommage à un chef révolutionnaire mexicain. Ces deux forces contraires allaient défaçonner un caractère imprévisible. Le jeune Benito se révèle vite ingérable. Sa vivacité d'esprit et son talent pour les mots ne servent qu'à aiguiser son agressivité. Dans les cours de récréation, il cherche la bagarre, il domine. Placé dans un pensionnat catholique strict pour le mater, la tension monte jusqu'à l'irréparable. Une altercation, un couteau et un autre élève blessé. L'expulsion est immédiate. La violence était déjà devenue son langage. Devenu jeune adulte, il canalise cette énergie dans le journalisme et l'activisme socialiste. Ces mots deviennent ses nouvelles armes, ses articles des appels à l'insurrection pour les droits des ouvriers. En 1909, il part pour Trente, une ville alors sous contrôle austro-hongrois, et prend la tête d'un journal au nom évocateur, L'Avenir du Travailleur. Ses écrits virulents ne tardent pas à attirer l'attention des autorités. L'arrestation est rapide, l'expulsion inévitable. Mais pour lui, ce revers n'était qu'un début. Dans une Italie fiévreuse au bord du chaos, une voix s'élève au-dessus des autres. C'est celle de Benito Mussolini. En 1912, il est une figure montante du Parti socialiste italien. Ses discours enflammés et ses écrits appellent à la grève, à la protestation. Quand la guerre éclate en 1914, il défend farouchement la neutralité, fidèle à la ligne du parti. Mais l'odeur de la poudre et la promesse de grandeur vont faire basculer ses convictions. Il renie ses principes, persuadé que la guerre peut étendre le territoire et la puissance de l'Italie. La trahison est totale. En 1914, le Parti socialiste l'exclut de ses rangs. L'internationaliste était mort, le nationaliste venait de naître. Pour diffuser ses nouvelles idées, il fonde son propre journal, Il Popolo d'Italia, le peuple d'Italie. Dans ses pages, il martèle un message de militarisme et de patriotisme exacerbé. Son appel est entendu. En 1915, l'Italie entre en guerre aux côtés de la France et de la Grande-Bretagne. Mussolini rejoint l'armée et part pour le front. Mais en 1917, un éclat de mortier met fin à sa carrière militaire. Il est renvoyé chez lui, blessé. Le soldat était hors de combat. Mais l'animal politique, lui, n'attendait que son heure. Il retrouve une Italie méconnaissable. Le pays est à genoux. Les soldats rentrent du front, amers, sans récompense ni travail. L'économie est en ruine, l'inflation galope et la colère gronde dans les rues. Dans ce vide, Mussolini s'engouffre. En 1919, il fonde les Faisceaux italiens de combat, un mouvement qui mêle nationalisme et autoritarisme. Il promet de restaurer la gloire de l'Italie et d'écraser la menace communiste. Ses partisans, les chemises noires, deviennent son bras armé. Des hommes violents qui s'attaquent aux socialistes, aux syndicats et à tous ses opposants. La violence devenait un outil politique. Pourtant, au début, son mouvement peine à convaincre. Aux élections de 1919, il n'obtient pas un seul siège au Parlement. Mais le chaos persiste. Le peuple, désespéré, cherche un homme fort, et Mussolini se présente comme le seul capable de rétablir l'ordre. En 1921, il transforme son mouvement en un parti officiel, le Parti national fasciste. Son discours séduit la classe moyenne, les industriels et l'armée. Tous craignent par-dessus tout une révolution communiste. Il avait désormais les soutiens. Il ne lui manquait plus que le pouvoir. L'année 1922 plonge l'Italie dans une crise sans précédent. Grèves, manifestations, violences de rue. Le pays est au bord de l'implosion. Mussolini sent que le moment est venu. Le 28 octobre 1922, il lance ses chemises noires dans une marche sur Rome. Le message est clair. Il exige du roi le poste de Premier ministre. Le roi Victor Emmanuel III pourrait appeler l'armée et disperser les fascistes. Mais il hésite. Il craint une guerre civile et pense, à tort, pouvoir contrôler Mussolini. Le 29 octobre, le roi cède. Il nomme Benito Mussolini Premier ministre de l'Italie. Une fois au pouvoir, Mussolini n'allait pas perdre un instant. L'ombre du fascisme s'étend sur l'Italie et la démocratie s'effrite pièce par pièce. En quelques années à peine, le système parlementaire est démantelé. En 1925,
Le contrôle est total. Mussolini n'est plus un simple politicien, il est le Duce, le guide. Pendant près de 2 décennies, il va diriger d'une main de fer. Toute opposition politique est anéantie, la presse est muselée et un état policier se met en place. Dans les rues, ces chemises noires sèment la terreur contre quiconque ose élever la voix. Le silence s'installe dans les villes. Pour les caméras, Mussolini bâtit une Italie nouvelle. Des autoroutes grandioses traversent le pays, des marais sont asséchés. Il veut projeter l'image d'une nation forte et moderne. Mais derrière cette façade de puissance, l'économie suffoque. Ces projets spectaculaires sont surtout des gouffres financiers, une propagande coûteuse qui masque mal la réalité. Et bientôt, l'illusion de la force ne suffirait plus. Dans les années 30, le rêve de Mussolini prend une nouvelle forme, celle d'un empire. En 1935, son armée envahit l'Éthiopie. La résistance est écrasée avec une brutalité inouïe, y compris par l'usage d'armes chimiques. La Société des Nations condamne l'agression, mais ces mots restent sans effet. Personne n'intervient. Face à cette impunité, Mussolini se sent désormais intouchable. Cette assurance le pousse vers un autre dictateur européen, Adolf Hitler. Dès 1936, les 2 hommes se rapprochent. Ils partagent la même haine de la démocratie et la même vision d'une expansion militaire agressive. Cette convergence idéologique se concrétise en 1939 par la signature du pacte d'Acier. Une alliance militaire qui lie désormais le destin de l'Italie à celui de l'Allemagne nazie. Quand la Seconde Guerre mondiale éclate en 1939, Mussolini observe, il hésite. Mais le 10 juin 1940, croyant à une victoire allemande rapide, il saute le pas. Il déclare la guerre à la France et à la Grande-Bretagne, persuadé que le conflit sera bref et profitable. Il espère s'emparer de nouveaux territoires à peu de frais. C'était une erreur de calcul fatale. La réalité du champ de bataille est un réveil brutal. L'Italie n'est pas prête pour une guerre de cette ampleur. Les campagnes militaires de Mussolini tournent au désastre. Son armée est mise en échec en Grèce, elle peine en Afrique du Nord et subit une humiliation terrible en Russie. En 1943, l'Italie est au bord de l'effondrement. L'été 1943. Sur l'Italie, le soleil de la défaite se lève. L'effort de guerre italien s'est effondré. Dans les rangs de l'armée, le moral est au plus bas et la population est à bout, épuisée par des années de privation. Le 9 juillet, les Alliés débarquent en Sicile, enfonçant un coin dans le territoire italien. Dans l'ombre, le roi Victor Emmanuel III et une partie de l'élite fasciste sentent que le moment est venu. Mussolini doit tomber. Le 24 juillet, le Grand Conseil fasciste se réunit en secret. La tension est palpable dans la pièce. Au terme des débats, le vote sanctionne le leadership de Mussolini. Le lendemain, il est convoqué au Palais Royal. Face au roi, il apprend qu'il n'est plus le chef de l'Italie et que le maréchal Pietro Badoglio prend sa place. À peine a-t-il quitté le bâtiment qu'il est arrêté. Le nouveau gouvernement craint que ses partisans ne tentent de le libérer. Mussolini est donc déplacé de cachette en cachette dans le plus grand secret. Sa destination finale est l'hôtel Campo Imperatore, une forteresse isolée dans les montagnes du Gran Sasso, au cœur des Abruzes. Coupé du monde, le Duce est désormais un prisonnier. Sa chute entraîne un basculement stratégique. Le 8 septembre 1943, le gouvernement italien signe un armistice avec les Alliés. Les troupes italiennes cessent le combat et beaucoup se retournent contre leurs anciens alliés allemands. Mais à Berlin, Hitler refuse d'accepter la chute de son allié. Le 12 septembre, une opération spectaculaire est lancée, l'opération Chêne. Des commandos allemands atterrissent en planeur sur le plateau montagneux. Ils neutralisent les gardes et libèrent Mussolini sans tirer un seul coup de feu. L'évasion est un succès total. Hitler installe alors Mussolini à la tête d'un État fantoche dans le nord de l'Italie, la République de Salo. Mais le Duce n'est plus que l'ombre de lui-même. Il n'a plus aucun pouvoir réel. Son destin est déjà écrit. Le printemps 1945 s'ouvre sur un continent en ruine. Tandis que l'Allemagne nazie s'effondre sous le poids des armées alliées, l'Italie, elle, est plongée dans le chaos. Les forces alliées et les partisans italiens resserrent leur étau sur les derniers bastions du gouvernement fantoche de Mussolini, dans le nord du pays. Ville après ville, le régime fasciste se désintègre. Mussolini sait que son temps est compté. Ses partisans l'abandonnent, ses seuls alliés, les Allemands,
se préparent à capituler ou à battre en retraite. Il n'a plus d'armée, plus de pouvoir, plus aucun refuge sûr. Pour lui, la guerre est perdue. Le 25 avril, il joue sa dernière carte depuis Milan, dans une tentative de fuite désespérée. Mais en arrivant, il découvre une ville qui s'est déjà soulevée contre lui. Les partisans en ont pris le contrôle. C'est alors qu'il reçoit un message du cardinal Schuster, l'archevêque de Milan, qui lui propose de négocier sa reddition. Organisée dans la précipitation, la rencontre avec les chefs de la résistance tourne court. Mussolini refuse de se rendre. Il s'accroche encore à l'illusion d'une évasion, d'une possibilité de regrouper ses forces. Comprenant qu'il ne peut rester à Milan, il quitte la ville avec une poignée de fidèles et prend la route du nord, vers Côme. Mais il n'a aucun plan. Il songe d'abord à fuir vers l'Allemagne, mais les routes sont trop dangereuses et les troupes allemandes elles-mêmes sont en pleine déroute. Il se décide alors pour la Suisse, espérant qu'un pays neutre lui offrira un asile. Il n'est pas seul. Sa maîtresse, Clara Petacci, a refusé de le quitter. Dévouée jusqu'au bout et bien décidée à partager son sort. Avec eux, quelques hauts responsables fascistes et des officiers allemands. Voyager sous sa propre identité serait suicidaire. Mussolini se déguise en soldat allemand, enfilant un long manteau gris de la Luftwaffe et un casque pour se fondre dans un convoi militaire. Le convoi est un mélange de troupes SS et de dignitaires fascistes qui tentent eux aussi de s'échapper. Il longe le lac de Côme, vers la frontière suisse. Le plan est simple, se cacher parmi les Allemands, franchir les points de contrôle des partisans et passer en Suisse. Mais sur cette route, le hasard serait leur seul juge. Au matin du 27 avril 1945, la route qui serpente le long du lac de Côme est un piège qui se referme. Le plan de Mussolini de fuir en Suisse est sur le point de s'effondrer. Son convoi atteint la petite ville de Dongo, une zone sous le contrôle de partisans italiens en alerte maximale. Ces combattants appartiennent à la 52e brigade Garibaldi, un groupe de résistants communistes. Dirigés par Pierluigi Bellini della Stella et Urbano Lazzaro, ils ont érigé des barrages pour intercepter les derniers dignitaires fascistes sans fuite. Lorsque le convoi approche, la route est bloquée. Les partisans exigent la reddition des troupes allemandes. Pour les soldats de la Wehrmacht, la guerre est finie. Tout combat est inutile. Ils déposent rapidement les armes et autorisent la fouille des véhicules. L'inspection commence. Un par un, les partisans extraient des camions les fascistes italiens qui tentèrent de s'échapper. Plusieurs hauts fonctionnaires sont identifiés, des ministres, des officiers. D'abord, Mussolini reste à l'intérieur d'un camion, silencieux, espérant passer inaperçu. Mais Urbano Lazzaro remarque une silhouette étrange. Un homme petit, trapu, le visage blême, recroquevillé dans un manteau de soldat allemand. Le visage lui semble familier, mais Lazzaro se souviendra plus tard d'un homme à l'air las, effrayé, vaincu. Les partisans lui ordonnent de descendre. Il obéit sans un mot. Quand on lui retire son casque et son manteau, le doute n'est plus permis. Contrairement à l'homme qu'il fut, Mussolini n'oppose aucune résistance. Il est conduit dans une ferme du village voisin de Bonzanico, où il est placé sous bonne garde. La question de son sort pèse sur ses ravisseurs. Certains suggèrent de le livrer aux Alliés, mais la plupart pensent qu'il doit être exécuté sur le champ. À cet instant, Mussolini n'est plus le prisonnier des Alliés, mais celui du peuple italien. Et pour beaucoup, la justice ne pouvait plus attendre. Nord de l'Italie, 28 avril 1945. Le ciel est bas, le temps froid et couvert. La guerre touche à sa fin, et dans un village isolé, une dernière exécution se prépare. À l'aube, un ordre tombe du Comité de libération nationale à Milan. La mission est confiée à un chef partisan connu sous le nom de colonel Valerio. Son vrai nom, Walter Audisio. Le sort de Benito Mussolini est désormais scellé. Vers 14 h, Audisio et une poignée de partisans se présentent à la ferme. Ils extraient Mussolini et sa maîtresse, Claretta Petacci, et les poussent dans une Alfa Romeo rouge. La voiture s'ébranle pour un court trajet vers Giulino di Mezzegra, un hameau tranquille à quelques kilomètres de là. Le silence dans l'habitacle est pesant. Le véhicule s'immobilise devant un mur de pierre. On ordonne au couple de descendre. Petacci s'agrippe à Mussolini, refusant de le lâcher. Il est 16h10 précise lorsque Walter Audisio lève sa mitraillette française, un MAS 38. Un seul bruit déchire le silence. Mussolini est touché en pleine poitrine
Petacci hurle et se jette vers lui, mais une rafale l'abat dans son élan. L'exécution pourtant ne s'arrête pas là. Les partisans vident leur chargeur sur le corps déjà sans vie du dictateur. On estime qu'il a été atteint par plus d'une douzaine de projectiles, certains parlent de 40 balles qui déchirent sa dépouille. Mais la haine envers l'homme et son régime était si profonde, si viscérale, que sa simple mort ne suffisait pas. Pour beaucoup, la justice exigeait bien plus qu'une exécution. Le bruit des coups de feu s'estompe, mais pour les partisans, la mort de Mussolini ne suffit pas. La justice exigeait autre chose, un acte public et symbolique. Les corps du dictateur, de sa maîtresse Clara Petacci et d'autres officiels fascistes sont jetés sans ménagement à l'arrière d'un camion. Loin de vouloir dissimuler leur vengeance, les partisans l'exhibent. Le véhicule traverse les villages et la nouvelle se propage comme une traînée de poudre. À l'aube du 29 avril, quand le camion entre dans Milan, des milliers de personnes sont déjà au courant. Une destination précise les attend. Le camion se dirige vers la Piazza Loreto, une grande place publique. Le choix de ce lieu n'a rien d'un hasard. C'est un endroit chargé d'une mémoire douloureuse. Moins d'un an auparavant, le 10 août 1944, le régime de Mussolini y avait fait exécuter 15 résistants antifascistes. Leurs corps avaient été abandonnés sur le pavé, exposés au soleil et aux mouches, comme un avertissement brutal. Aujourd'hui, le bourreau allait prendre la place de ses victimes. Le camion s'immobilise et les cadavres sont déchargés sur le sol, comme de simples ordures. Une foule enragée se précipite, certains donnent des coups de pied dans le corps et le visage de Mussolini, d'autres crachent dessus. Des hommes sortent des pistolets et tirent à nouveau sur sa dépouille inerte. Même le corps de Clara Petacci n'est pas épargné. Bien qu'elle n'ait eu aucun pouvoir politique réel, la foule la voit comme le prolongement du dictateur. Sa dépouille est battue, lacérée, au même titre que celle des autres fascistes. Mais c'est bien Mussolini qui concentre l'essentiel de la fureur collective. Après des heures de coups, de crachats et de tirs, les partisans réalisent quelque chose. Cette humiliation ne suffit pas. Sur la place noire de Monde, la fureur n'est pas encore apaisée. Après des heures de coups et de crachats, les partisans estiment que ce n'est pas assez. Il faut un spectacle. Leur regard se pose sur une poutre métallique, celle d'une station-service en bordure de la place. La décision est prise. Les corps seront exposés, pendus par les pieds. Les cadavres de Mussolini, de sa maîtresse Clara Petacci et de 4 autres fascistes sont tissés avec des cordes épaisses et des crocs de boucher. Le spectacle macabre met certains mal à l'aise. Même Winston Churchill, son adversaire de toujours, jugera plus tard que l'exécution était une chose, mais que la mutilation publique en était une autre. Pourtant, pour une grande partie des Italiens, ce n'est que justice. C'est la vengeance pour 20 ans de dictature, de guerre et de souffrance. Après plusieurs heures, les autorités ordonnent de mettre fin à la scène. Les corps sont décrochés, placés dans de simples cercueils en bois, puis emmenés vers une morgue locale. Mais une question demeure. Que faire du corps de Mussolini? Le gouvernement craint que sa tombe ne devienne un lieu de pèlerinage pour les nostalgiques du fascisme. La dépouille est alors enterrée dans une tombe anonyme, au cimetière de Musocco, près de Milan. L'affaire semble close, mais l'histoire ne fait que commencer. En 1946, un groupe de fascistes irréductibles profane la sépulture et dérobe le corps. Commence alors un périple secret à travers l'Italie. Leur but, offrir aux Dus des funérailles fascistes dignes de ce nom. Les autorités finissent par retrouver la dépouille. Pendant les 11 années qui suivent, le corps de Mussolini reste une affaire d'État, cachée dans un lieu tenu secret par le gouvernement. Finalement, en 1957, le gouvernement italien cède aux demandes de la famille. Il autorise le transfert de ses restes dans sa ville natale, Predappio. Aujourd'hui, le tombeau de Mussolini à Predappio continue d'attirer des visiteurs. Certains sont des fascistes convaincus, venus honorer sa mémoire. D'autres ne viennent que par curiosité historique, témoins d'un passé qui ne s'efface pas.